comment et de qui on tombe amoureux. Les fameux « je tombe toujours sur les mêmes profils toxiques pour moi ». Alors non, tu tombes pas sur eux, tu es attiré par eux et tu les attires pour deux principales raisons. Ça donne des fameux je comprends pas. Avant, j'étais hyper sportive, hyper motivée, pleine de projets. Et là, depuis que je suis avec lui, j'ai plus envie d'aller au sport. J'ai plus envie de voir mes copines. Une similitude entre ce que tu es en train de vivre là tout de suite et ce que tu as vécu et qui t'a fait souffrir dans le passé pour te protéger. Sauf que parfois, c'est juste, tant mieux. Parfois, c'est complètement erroné. On ne tombe pas amoureux par hasard. Selon Boris Cyrulnik, on tombe amoureux et on se relève attaché. Parce que le sentiment amoureux, et par définition, tomber amoureux ou encore le coup de foudre, c'est bref. Puis ensuite, on va tisser un lien d'attachement. Alors ça va être beaucoup moins intense, moins spectaculaire, mais c'est nécessaire pour ensuite partir travailler, avoir des projets perso, être un membre actif de la société et apporter sa pierre à l'édifice en fait. Donc premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment et de qui on tombe amoureux. Les fameux « je tombe toujours sur les mêmes profils toxiques pour moi ». Alors non, tu tombes pas sur eux, tu es attiré par eux et tu les attires pour deux principales raisons. Raison numéro 1, tu es attiré par eux parce que il y a des critères inscrits dans ta mémoire biologique et ancrés en toi depuis la tendre enfance. Comme ces critères-là, ça veut dire que c'est ma personne ressource. Par exemple, j'ai toujours bien aimé les barbes bien taillées chez les hommes. C'est vrai que papa, il a toujours eu une barbe bien taillée. J'aime les hommes grands, avec une carrure robuste. C'est vrai que mon frère, il avait cette morphologie. J'aime les hommes drôles, charismatiques. C'est vrai que papa, il est très charismatique. Il faisait tout le temps des blagues. Ça marche aussi à l'inverse. J'aime les femmes confiantes et dynamiques. Ma grande sœur. J'aime les femmes blondes et épaules carrées. Cette morphologie-là qui m'attire, ma mère est comme ça. Raison numéro 2, tu les attires parce que tu vas vibrer à la même fréquence qu'eux. Cette fameuse phrase « j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus », quand on s'est rencontrés, ça a été tout de suite hyper fort dès le début, comme si on se connaissait dans une autre vie. Alors, on a tous des âmes sœurs, quelque part sur Terre, et je crois profondément qu'on en a plusieurs, qu'on n'en a pas qu'une, et ça peut être des âmes sœurs amicales, mais soit on les rencontre, soit on les rencontre pas. Dans tous les cas, ce sentiment de rencontrer une âme sœur, c'est quand vous vibrez à la même fréquence. Donc demande-toi, dans quel état vibratoire j'étais quand j'ai rencontré mon conjoint actuel? Ou dans quel état vibratoire j'étais quand j'ai rencontré mon ex? Est-ce que j'étais dans un mood vraiment confiante, joyeuse, des émotions élevées? Ou est-ce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais plutôt dans la peur, dans le contrôle? Et lui, comment il était? Est-ce qu'il était dans un état énergétique vibratoire similaire au tien? Quand j'ai rencontré Pato, il y a quelques années, lors d'un voyage en Australie, je m'étais inscrite sur un site d'auberge gratuite qui s'appelle Couchsurfing. Littéralement, ça veut dire tu surfes sur les canapés. Comment ça fonctionne? Donc, tu crées ton profil, il y a des hôtes qui t'acceptent ou pas, et le but, en fait, c'est de créer un échange pour qu'ensuite, eux, ils viennent visiter ton pays et que tu les accueilles à ton tour gratuitement. Et personne ne m'avait répondu parce que je venais de créer mon profil, j'avais pas d'avis, les gens me faisaient pas confiance. Voilà, bref. Personne m'avait répondu à part Patricio. Et j'arrive à Sydney, je l'appelle parce que je trouvais pas son appart. Et là, direct, il imite mon accent français. Et il y a eu un feeling qui s'est créé dès ce moment-là. On s'était jamais eu au téléphone jusqu'à présent. Et il y a eu tout de suite ce truc au téléphone. Et il me dit qu'il est au sport et qu'il rentre. Je vais dans un petit café à côté de chez lui. Je me souviens très bien. Je commande un burrito thon mayo. Je m'assois sur, tu sais, les tables qui sont collées à la vitrine des cafés avec mon burrito thon mayo, mon sac à dos, mes chaussures de rando, parce que j'avais pris qu'une paire de chaussures, et un peu de mayonnaise au coin de la bouche. Et c'est là qu'il se gare devant le café. Donc je le vois, j'étais sur la table manche debout. Il se gare, il descend de sa voiture, et là j'ai bugué. Il était absolument tout ce que j'avais toujours attendu. Un homme grand, plutôt musclé, qui vit dans une grande ville, qui est entrepreneur, indépendant, fonceur, optimiste, sûr de lui,
et dans le flirt et la séduction. À ce moment-là, c'était tout ce que je désirais, c'était vraiment le prototype parfait. Donc les hormones dans mon cerveau, ils ont explosé, et c'était chouette parce que c'était réciproque de son côté. Donc on est tombé très amoureux. On est vraiment tombé très amoureux. Est-ce que c'était un hasard? Non. Moi, j'étais en vacances, j'étais hyper pétillante, dans le moment présent, hyper connectée aux autres, hyper solaire. Mon taux vibratoire, il était au taquet. Et lui, il était aussi dans un moment de sa vie très YOLO. Je profite de la vie, ça roule pour moi. Donc son taux vibratoire aussi était très élevé. Et quand 2 diapasons vibrent à la même fréquence, le son s'amplifie. Et il vibre exactement à la même fréquence. C'est d'ailleurs l'une des 7 lois de l'univers. Tu trouves ce que tu cherches parce que tes mots, tes pensées et tes croyances créent des programmes mentaux inconscients qui poussent ton corps à mettre en action des séries de comportements pour t'amener vers les choses que tu souhaites. C'est pour ça qu'on dit que l'on crée notre réalité à partir de nos pensées. Donc quand on dit je tombe toujours sur les mêmes profils toxiques pour moi, non seulement les empreintes biologiques inscrites en mémoire quand tu étais tout bébé sont en jeu là, parce que tu es attiré par quelqu'un qui ressemble à tes figures d'attachement quand tu étais bébé, mais aussi la fréquence que tu vibres à ce moment-là dans ta vie. Et ça, c'est pas définitif. La bonne nouvelle, c'est que tu peux la changer, cette fréquence-là. Tu peux jouer sur tes croyances inconscientes, revenir à la source et travailler avec ton subconscient en séance. Donc si tu veux attirer et être attiré vers des personnes différentes, il faut que tu changes ta fréquence et que tu travailles sur tes croyances pour changer ce que tu vibres et aussi ce que tu donnes comme ordre à ton subconscient pour avoir des comportements différents. Deuxième point qu'on voit aujourd'hui, le passage de amoureux à attaché. La phase lune de miel, qu'on appelle aussi la phase limérance, c'est les débuts de la relation, phase de limérance selon Dorothy Tenove, c'est normal. Elle est volontairement très intense et elle est volontairement faite pour être temporaire. Elle s'estompe, forcément. D'ailleurs, la neuroimagerie d'un cerveau amoureux n'est pas la même que la neuroimagerie d'un cerveau attaché. Le cerveau amoureux, il est bombardé d'hormones du bonheur, la zone de récompense située à l'avant du cerveau, et elle stimule le noyau accumbens, qui est la zone sécrétant les hormones du bonheur. Alors, oxytocine, l'hormone du lien, la sérotonine, l'hormone du plaisir de la relation, la dopamine, l'endorphine, plaisir physique. Et là, du coup, on est ultra tourné vers l'autre. C'est exactement aussi puissant qu'une drogue, comme la cocaïne. Sauf que c'est naturel et c'est sécrété par tes intestins. Les bébés qui ont évolué dans les 3 premières années de leur vie, Boris Cyrulnik parle des 1000 premiers jours, dans un environnement avec très peu ou pas d'affection, peu de contact physique avec la mère, peu d'attention et de stimulation, de sourire, de câlin, de rire, en gros un isolement sensoriel, ont littéralement une partie du cerveau atrophiée qui, à l'âge adulte, les rend moins capables d'éprouver un sentiment amoureux. Donc quand le sentiment s'estompe à la fin de la phase lune de miel, on commence à tisser un lien d'attachement, jour après jour, en apprenant à comprendre l'autre, en le démystifiant, en voyant qu'il a ses failles aussi, que c'est un humain, que c'est pas un être divin qui réagit pas comme on le voudrait parfois. Ah tiens, là, je peux pas compter sur lui à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a une autre zone du cerveau qui s'active, qui prend le relais. C'est le cerveau limbique, le siège de la mémoire émotionnelle. Plus je vis avec, plus les neurones se renforcent et on a confiance l'un envers l'autre. On peut partir à l'aventure, on peut reprendre nos projets de vie, on peut de nouveau être un membre actif de la société et arrêter de penser uniquement à la relation. C'est nécessaire parce que le cerveau nous shoot pour rester très proche de l'autre dans les 2-3 premières années. Parce que les 2-3 premières années de vie pour le bébé, c'est des années où il doit survivre. Et il a que ses 2 parents pour le protéger des prédateurs. Et après, ça s'estompe. Et ça se transforme en attachement. Pourquoi ? Pour que le petit bébé puisse partir à l'exploration. Pour que, de nouveau aussi, dans le couple, la phase lune de miel s'estompe pour que l'homme de Cro-Magnon retourne chasser le bison et que la femme retourne cueillir et préparer les baies et la viande. Donc la phase de limérance, elle est
faite pour être temporaire, et tant mieux qu'elle est temporaire. Sinon, déjà, d'une, ça serait trop intense pour notre système. Le cerveau n'est pas fait pour avoir des chutes de dopamine comme ça en permanence. On clameserait, clairement. Et on ne pourrait plus être un membre actif de la société. On ne pourrait plus avoir nos propres projets puisqu'on serait tout le temps obnubilé par la relation. Troisième point, pourquoi le passage entre lune de miel et attachement active très très fort les styles d'attachement insécures, notamment style d'attachement anxieux. Déjà parce que le sevrage des hormones du bonheur peut être un moment très douloureux, mais aussi absolument magique et salvateur, parce qu'il révèle toutes les blessures qui ont besoin d'être travaillées, d'être remises en conscience et déchargées. Toutes les choses qui s'activent à l'intérieur de toi et qui ont besoin d'être déchargées et procédées par le subconscient. Chez le bébé, si les parents lui ont offert un socle rassurant, sécurisant, il va aller explorer son environnement et revenir quand il a besoin de sécurité. Chez l'adulte, ça fonctionne pareil avec la relation amoureuse. J'ai confiance en lui, je peux partir explorer mon environnement, aller au sport, au boulot, voir mes copines. Et si j'ai peur ou que j'ai besoin d'être rassurée, je reviens vers lui. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si j'ai un partenaire sécurisant et qui répond à mes appels à connexion, le style d'attachement se désactive, donc je me détends et je peux repartir explorer. Si par contre le partenaire est ambivalent, souffle le chaud le froid, met 2 jours à répondre, mon style d'attachement continue d'être activé. Il y a une angoisse, des ruminations, on commence à avoir des comportements de protestation, donc je vais attaquer, reprocher, ou me renfermer, bouder et faire la gueule. Donc l'autre s'éloigne encore plus, il n'y a plus accès à la détente et à l'exploration. Et je reste coincée dans « je suis activée, je vais chercher de la réassurance, je ne l'ai pas, je continue à être activée et je n'ai plus accès à cette exploration ». C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles sont célibataires, elles vont être très indépendantes, avoir plein d'activités, une vie hyper riche, trépidante. Mais quand elles sont coincées dans la boucle de leur attachement anxieux activé, elles ont plus accès à détente exploration. Ça donne des fameux je comprends pas. Avant, j'étais hyper sportive, hyper motivée, pleine de projets. Et là, depuis que je suis avec lui, j'ai plus envie d'aller au sport. J'ai plus envie de voir mes copines. Je suis dans le jus au boulot. J'arrive pas à me concentrer. Quatrième point, comment stopper le cercle vicieux ? 2 objectifs. Réduire l'intensité et la fréquence des moments d'activation, que j'appelle les triggers. Donc, si les angoisses sont trop intenses, même si tu as un partenaire sécure sur qui tu peux compter, la brutalité de ta protestation risquerait de le faire s'éloigner pour se protéger. Donc, la solution ici, c'est de remettre un climat de confiance et de la communication dans le couple pour que les 2 partenaires soient plus ouverts, avec moins de fuite d'un côté et moins de protestation et d'attaque de l'autre, ce que j'appelle le fameux fight, fly. Et plus je fight, plus j'attaque, plus il fuit, il part loin. Donc l'objectif, c'est vraiment de désactiver le système d'attachement quand l'angoisse monte. Parce que les activations du présent sont des réactivations de mémoire inscrites dans ton cerveau limbique. Et tu ne réagis plus au présent, tu réagis à ce que ton cerveau perçoit comme « tiens, ça ressemble à ce que tu as vécu il y a quelques années ». En gros, t'angoisses pas parce qu'il n'a pas répondu à ton message et que tu le vois connecté sur Facebook. Tu angoisses parce que cette scène, pour ton cerveau émotionnel, ressemble à quand papa ne répondait pas à tes appels à connexion, ou quand ton ex ne répondait pas et qu'il y a eu une tromperie. Peu importe, ton cerveau cherche toujours à te protéger. Dès qu'il voit une situation qui ressemble de près ou de loin à quelque chose que tu as déjà vécu et qui avait produit des émotions vraiment négatives en toi, il va tout faire pour que tu évites que ça se reproduise. Donc il y a 2 choses à faire pour réduire les triggers. Au niveau de l'intensité, donc à quel point ça me prend, et aussi au niveau de la fréquence. Combien de fois sur une semaine type ça va se produire. Donc déjà, à chaque fois qu'il y a un trigger qui se pointe, avoir des outils pour réagir autrement. Quand tu réagis autrement, c'est là que tu vas déprogrammer et reprogrammer de nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau. Au lieu de lancer le protocole message qui tarde, angoisse, colère, envoyer un pavé de reproche, tu vas apprendre à faire autrement. Quand il y a un message qui tarde, angoisse, pouf, stratégie de coping écologique. Alors, coping, ça veut dire je vais couper l'activation.
Et écologique parce que ça va être quelque chose de sain pour toi. On va pas chercher à se jeter sur un paquet de gâteaux pour s'inhiber avec le sucre qui va venir nous donner une sensation de plaisir éphémère ou se jeter sur du cannabis pour se détendre. Non, on va chercher quelque chose d'écologique, ça veut dire de sain pour toi. Coping écologique, par exemple, une routine de FT. Donc tu sais, le FT, c'est quand on vient tapoter sur différents endroits d'acupression. On peut tapoter ici, au niveau de tes clavicules. Le breathwork, il y en a plein sur les réseaux aujourd'hui. J'en propose aussi sur mon podcast, Love and Breathe. Mais tu peux aussi en trouver si tu tapes breathwork sur YouTube, il y en a plein des gratuits. Mettre de la musique techno pour décharger en tapant sur un coussin quand tu sens que c'est de la colère qui a besoin de sortir. Aller marcher ou aller courir. Peu importe, ton corps il a besoin de bouger puisque une émotion, c'est une énergie en mouvement. Emotion. Donc ça peut être aussi du shaking, ça peut être des jumping jacks, des squat jump, tu fais ce que tu veux. Il faut que l'énergie circule de nouveau dans ton corps. L'émotion, c'est jamais le problème. L'émotion, c'est juste une information. Elle te dit, tiens ma belle, attention, ça ressemble à ce que ton ex a fait pendant la période où tu te trompais. Elle vient t'informer qu'elle a bien fait son job, qu'elle a fouillé dans les archives et qu'elle a trouvé une similitude entre ce que tu es en train de vivre là tout de suite et ce que tu as vécu et qui t'a fait souffrir dans le passé, pour te protéger. Sauf que parfois, c'est juste, tant mieux, parfois, c'est complètement erroné. Et comment on sait, comment sur le moment on fait la distinction? En déchargeant d'abord l'émotion avant d'agir en réaction, avant d'envoyer quoi que ce soit par message, avant de l'appeler avec un ton de voix qui va être complètement dérégulé, avant de faire un truc, en gros, mauvais pour toi, en te jetant sur le pot de glace ou pour anesthésier une douleur. On décharge l'émotion. L'émotion, elle arrive, c'est le chien fou, tu sais. Oh, une balle, let's go, on y va. Le cortex préfrontal, il est momentanément indisponible. Et c'est vraiment le cerveau limbique qui s'active comme un chien fou qui cherche une balle. Oh, une balle, j'y vais. Et ben là, c'est apprendre à oh, une balle, attends. Je décharge mon émotion. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Ouais, j'y vais. Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Non, non, c'est nul, j'y vais pas. Mais sur le coup, le cerveau reptilien s'active, j'y vais pas forcément. J'attends, je décharge, et ensuite, quand je reconnecte au cortex, je décide avec ma conscience si ça vaut le coup ou pas d'envoyer un message, de l'appeler, de lui dire clairement quelque chose qui aurait besoin d'être équilibré ou pas dans le couple. Dis-moi en commentaire si ça te parle et si ça t'aide. Sous la vidéo, tu trouveras toutes les informations sur le coaching méthode miroir si tu as envie d'être accompagné pour trouver plus de paix, de sérénité et de clarté dans ton couple. Like et abonne-toi pour ne pas louper une autre vidéo et je te dis à très vite dans la prochaine.